Mais à quel moment est-ce que la guerre d'Ukraine, dans l'œil de Donald Trump et de l'administration américaine, va cesser d'être une guerre dans un petit pays européen sans intérêt et devenir une guerre mondiale? En fait, ce qui se dessine, je crois qu'on a du mal, nous occidentaux. Moi, je suis un occidental, je suis fondamentalement peiné de cette situation. Mais c'est qu'on a énormément de mal à regarder le monde par les yeux des gens qu'on a dominés depuis la révolution industrielle. Je veux dire, on a pesé, on a exploité, pesé, dominé ces mondes, et que l'appel de la liberté, l'idée d'être débarrassé de nous, peut être quelque chose de très fort. Ça ne peut pas être une guerre mondiale, parce que je vous rappelle que l'Afrique s'est déjà positionnée. L'Afrique ne sera nullement aux côtés des Occidentaux ce tour-ci si ils font l'erreur d'aller embraser ce conflit. Ils le savent très bien. L'époque coloniale où on a obligé les Camerounais, les Congolais, les machins à aller combattre pour la France et les Européens, c'est fini. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, je vois ici que maintenant ils veulent parler des Coréens. Donc au moins 600 Coréens morts à Koursk. Comment ils savent ça? Le paradoxe terrible pour l'Europe, c'est que pendant que ça piapiaille là sur les avions, pas les avions, les Nord-Coréens, eux, ils vont regarder, puisque sur le territoire de la Fédération de Russie, il y a des Nord-Coréens qui se battent aux portes de l'Europe. Écoutez la Corée du Sud, qui salue, qui critique évidemment le danger que représente la force de leur ennemi, Corée du Nord, sur le territoire de l'Europe. La Corée du Nord a contribué à la reprise de Koursk en Russie en déployant 15 000 soldats à 2 reprises. À ce jour, le nombre de victimes parmi les troupes nord-coréennes est estimé à environ 4 700, dont 600 morts. Donc 15 000 morts x 2, 4 300 blessés, 600 morts. Donc 15 300 x 2, ça fait 30 000. Ils n'ont même pas 10%, ça aurait dû faire 3 000 blessés. Ils sont aux alentours de 2% de morts. 2% pour gagner une expérience de combat, est-ce beaucoup? Et surtout, moi, ce qui me tue, c'est le début de l'intervention de Dariusz Rojba. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est passé inaperçu au début, mais je tiens à revenir dessus. Écoutez bien ce qu'il dit. Le paradoxe terrible pour l'Europe, c'est que pendant que ça piapiaille là sur les avions, pas les avions, les Nord-Coréens, eux, ils vont regarder, puisque... C'est la supercherie, la lâcheté des Européens. Ça fait 3 ans qu'ils ouvrent leur bouche sur soi-disant leur soutien, je sais pas quoi, leur armement, leur machin et tout ça là. Mais officiellement, ils n'ont jamais mis les pieds en Ukraine. Officiellement, ils n'ont jamais affronté les Russes sur le terrain. Après, officieusement, nous savons qu'il y a eu des fuites qui ont dit que voilà, les différentes personnes ont envoyé leur contingent militaire là-bas. On ne sait pas ce qu'ils ont fait sur le terrain. Mais toujours est-il que malgré leurs interventions sur le terrain, l'Ukraine a subi et continue de subir des défaites sur les différentes batailles qu'elle mène contre la Russie. Et donc probablement que ces gens-là ont pris conscience de la supériorité russe sur leur armée. Parce que vous avez vu le président de la Pologne qui était va en guerre comme c'est pas permis. Quand il a attendu que les États-Unis allaient se désengager parce que on n'arrivait pas à trouver un compromis entre les Russes et les Ukrainiens, il a dit que Zelensky devrait faire des compromis. Lui, il n'était plus pour envoyer des soldats sur le terrain en Ukraine. Alors la France et le Royaume-Uni, eux, c'est juste une blague. Ils sont prêts à envoyer des gens, mais ils n'enverront personne tant qu'il n'y aura pas la paix. Donc ça veut dire tant que les combats ne seront pas finis, et surtout tant que les États-Unis ne leur donneront pas la protection pour envoyer des soldats. Alors là, c'est pire. Et donc vous voyez que, contrairement à ceux qui se vantent, l'Occident militairement est en déclin. Même leurs armées ne sont plus assez courageux ou valeureux, en tout cas, peut-être pas leur armée, mais leurs politiciens ne sont pas valeureux pour assumer
de telles responsabilités. Et la Corée du Sud, elle est dans son droit de se plaindre ou de dénoncer ce que fait la Corée du Nord, parce que, concrètement, ça la met en difficulté. Puisque ce sont des gens qui n'ont pas fait la guerre depuis un moment. Nous ne savons pas quels sont le niveau des armées occidentaux ou même de la Corée du Sud, concrètement sur le terrain de la guerre. Mais le fait que les Nord-Coréens aillent sur le théâtre, sur le champ de guerre, et surtout dans une guerre moderne, ce qui préfigure les guerres que nous pourrons avoir dans le futur, est en train de donner un gain d'expérience, un gain de combat, un brainstorming ou une totalité d'avantages sur l'armée sud-coréenne. Maintenant, est-ce qu'on sait si l'armée sud-coréenne est venue du côté ukrainien pour elle aussi s'aguerrir au combat? On ne sait pas. Mais toujours est-il que nous voyons ici que c'est les Sud-Coréens qui délivrent cette information. Maintenant, comment est-ce que les Sud-Coréens ont réussi à savoir le nombre exact de Nord-Coréens tombés au combat? Ça, c'est aussi autre chose. Eux aussi, peut-être qu'ils sont dans la propagande. Ils veulent interpeller la communauté internationale en divulguant ces informations pour alerter que voilà, ne vous focalisez pas que sur l'Ukraine. Ici aussi, peut-être les choses peuvent chauffer. Parce que si jamais ces gens-là s'aguerrissent au combat et prennent des nouvelles techniques de combat sur lesquelles nous ne sommes pas prêts et qu'ils nous attaquent ici, on ne saura pas comment réagir. Donc maintenant, essayons de voir qu'est-ce que ces gens-là disent dans la suite. Est estimé à environ 4700, dont 600 morts. Est-ce que l'engagement nord-coréen commence à peser? Vous parliez des obus que l'Europe a de la peine à donner. Les Nord-Coréens, eux, ont donné 4 millions d'obus, c'est ça? 4 millions d'obus. Est-ce que là, la puissance nord-coréenne est inquiétante aussi sur notre flanc Est? Ah bah évidemment, c'est inquiétant, parce que d'abord, ils fournissent énormément d'armes à la Russie, et il y a eu des déclarations qui ont été faites selon quoi la Corée du Nord serait capable de fournir beaucoup plus d'hommes à la Russie si elle le voulait. Et donc oui, c'est inquiétant, et je m'étonne, depuis plusieurs mois, de la non-réaction des dirigeants politiques occidentaux. Elle s'inquiète de la non-réaction des dirigeants occidentaux. Dans quel sens? Ils n'ont pas d'armée. C'était que de l'esbrouf. Ce n'était que de la posture. Quand vous pensez à ce que l'autre Tintin là de BHL disait que soi-disant l'Ukraine, selon lui, était prête à se battre seule, que je commenterai plus tard, vous vous rendez compte? Les armées occidentaux et même l'OTAN ne font le fanfaron que contre des pays sous-équipés, sous-armés. Et donc ils sont sûrs que déjà, en plus, ils n'auront le soutien de personne. Parce que, croyez-moi, si Kadhafi avait signé des pactes de défense militaire avec la Chine ou avec la Russie, jamais ces gens-là auraient pris la peine d'aller faire ce qu'ils ont fait en Libye. La preuve, quand Bachar al-Assad a signé pour être protégé avec les Russes, malgré qu'ils ont mis tous les moyens qu'ils avaient mis, ils n'ont rien fait du tout. Ils n'ont rien fait du tout. La Syrie est restée debout. Et donc c'est exactement pareil ici. Elle s'étonne, mais c'est du concret. Et ils ont une armée dans le sens traditionnel des choses. Une armée prête à se battre, prête au sacrifice, qui conçoit ça et qui veut se battre. En Occident, l'armée sert à faire semblant, mais quand il s'agit d'aller se battre, vous voyez même des soldats qui font des TikTok pour dire qu'ils ne veulent pas aller à l'armée, qu'ils veulent quitter l'armée. Donc, elle dit elle ne comprend pas la réaction des politiciens occidentaux. Les politiciens occidentaux préfèrent ne pas en parler parce qu'ils vont se rendre compte que s'ils commencent à en parler, leur population vont dire ta guerre que tu vas aller faire, tu vas commencer par envoyer tes enfants. Par rapport à cette co-belligérance, cette vraie co-belligérance. Là, on est en train de s'arracher des cheveux pour se dire est-ce qu'on va envoyer des hommes et des avions pour protéger un territoire sur le sol européen. Ben voilà, les Coréens du Nord. Bon, c'est pas sur le sol de l'Union européenne, faut corriger. Et les Coréens ne sont pas rentrés sur le territoire ukrainien. Ils étaient sur le territoire russe. C'est deux choses différentes. Donc,
C'est pas du tout la même chose. Et même les Coréens, eux, ils étaient prêts à aller au face-à-face. Et les Russes, ils n'ont pas dit que vous ne pouvez pas venir. Ils ont dit ceux qui viennent et qu'on va croiser seront considérés comme des cibles légitimes. Il y a une chose qui est beaucoup plus inquiétante aussi, c'est que le territoire russe quand même. Ils n'ont pas encore combattu sur le territoire ukrainien. Et donc ça sera intéressant de savoir maintenant que Koursk est à peu près reconquis, à quelques kilomètres carrés, s'ils sont engagés ailleurs ou s'ils se désengagent. Mais à quel moment est-ce que la guerre d'Ukraine, dans l'œil de Donald Trump et de l'administration américaine, va cesser d'être une guerre dans un petit pays européen sans intérêt et devenir une guerre mondiale, notamment une guerre d'Asie? Et là, les Là, mais le ridicule. Directeur du magazine pour l'écho. Oh Seigneur. Ça ne peut pas être une guerre mondiale parce que je vous rappelle que l'Afrique s'est déjà positionnée. L'Afrique ne sera nullement aux côtés des Occidentaux ce tour-ci si ils font l'erreur d'aller embraser ce conflit. Ils le savent. Ils le savent très bien. L'époque coloniale où on a obligé les Camerounais, les Congolais, les machins à aller combattre pour la France et les Européens, c'est fini. Et en Asie, même si les gens ne disent pas grand-chose, ils n'en sont pas moins contents. Comme a déjà dit Emmanuel Todd une fois de plus. Mais à l'extérieur de la sphère de domination américaine, la vision qui existe, c'est très très clair d'ailleurs dans le dernier bouquin écrit par le ministre des Affaires étrangères indien, tout le monde à part nous a la vision des États-Unis comme en déclin. Et tous les autres, dans les années de guerre, à partir du moment où ils ont vu que la Russie tenait le coup, ce qui pour ce que les Russes appellent maintenant la majorité globale, a été une sorte de divine surprise. En fait, c'est le monde qui était économiquement exploité par les Occidentaux, et le reste du monde, en fait, attend la victoire de la Russie comme une libération. Il ne voit pas du tout les États-Unis comme dans une phase ascendante. C'est-à-dire que pour les Russes, l'un des phénomènes de la guerre, ça a été le rapprochement entre l'Arabie saoudite et la Russie, qui se sont mis à gérer conjointement, le marché pétrolier. Ça a été le rôle de la Chine dans le rapprochement entre l'Iran, devenu de plus en plus un allié de la Russie, et l'Arabie saoudite. En fait, ce qui se dessine, je crois qu'on a du mal, nous occidentaux. Moi, je suis un occidental, je suis fondamentalement peiné de cette situation. Mais c'est qu'on a énormément de mal à regarder le monde par les yeux des gens qu'on a dominés depuis la révolution industrielle. C'est-à-dire l'idée que, quels que soient les systèmes politiques, les systèmes sociaux, le statut des femmes, le degré des libertés, parce que l'Inde est une grande démocratie, la plus grande du monde, le Brésil aussi c'est une démocratie. On a pesé, on a exploité, pesé, dominé ces mondes, et que l'appel de la liberté, l'idée d'être débarrassé de nous, peut être quelque chose de très fort. C'est paradoxal parce qu'on est dans une phase où, quand on regarde les universités, on voit des tas de gens qui se lamentent sur nos torts pendant la période de l'esclavage. On est dans une sorte de rétrospective, de se frapper sur la poitrine pour tout ce qu'on a fait de mal dans le passé. Mais la vérité, c'est que la globalisation, la deuxième après celle de vers 1900, la globalisation récente, celle qui a suivi la chute du mur de Berlin. Voilà, a été la mise en exploitation des populations actives du reste du monde, une mise en exploitation comme on n'en avait jamais vu. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été à ce point. La mondialisation a été une néocolonisation. Mais c'était incroyablement puissant. C'est-à-dire qu'on a délocalisé notre classe ouvrière là-bas, ils travaillent pour nous, les Chinois nous nourrissent, les enfants bangladeshis. On ne se voit, nous ne nous voyons pas tels que nous sommes. C'est assez curieux, en fait, comme situation. Pour le reste du monde, ça a été une surprise de voir la Russie taper l'Ukraine, taper tous ceux qui sont venus aider l'Ukraine et mettre à mal presque la moitié de l'armement que les Occidentaux se vantaient que soi-disant c'était des armes de frappe, de machin chirurgical et tout ça. Ils ont rendu ça inutile. C'est même pour ça qu'ils arrêtent maintenant de fournir le top de leur armement. Parce que si jamais ça tombe aux mains de Russes, la rétro-ingénierie permet aux Russes de rendre ces armes-là inutiles. Tandis que les Russes, ils sont sur des armes conventionnelles que c'est difficilement
possible de les trafiquer ou de les contrer. Et même pour les drones, là encore, c'est qui ont mis les drones les plus efficaces en place? C'est les Russes, grâce aux drones à fibre optique. Vous vous souvenez de Titelman? À un moment, il est venu dire « Oui, mais vous savez, l'industrie ukrainienne et tout ça, maintenant, on dépasse les ruines dans la production des drones. » Oui. Ça, c'est ce que lui, il a dit. Mais sur le terrain, la dernière fois, eux-mêmes, ils se sont plaints. Que maintenant, c'est devenu plus difficile de désorienter les drones russes quand ils attaquent, parce que les drones russes sont guidés par fibre optique. Il y aurait une redéfinition complète des intérêts américains. Parce que la Corée a signé un accord avec la Russie en violation des sanctions des Nations Unies. Personne n'a dit, n'a rien dit. Ce qui est surtout important. Ils disent rien parce qu'ils peuvent pas aller en Corée. Ils savent que la Corée rigole pas et la Corée a l'arme atomique. Qui va dire quoi que ce soit? Voilà pourquoi ces gens-là, ils peuvent même pas s'aventurer à aller dire quoi que ce soit à la Corée. Ils vont aller dire quoi? Ils vont aller imposer quoi que ce soit à la Corée. Quand la Corée du Nord a augmenté sa capacité de frappe nucléaire, en plus, parce que ces missiles balistiques, on sait aujourd'hui qu'ils ont été perfectionnés grâce à l'aide russe. Donc c'est ce traité auquel vous faites allusion, et c'est ça qui effectivement est de nature à inquiéter le président Trump, là pour le coup. Parce que là, ça se passe devant chez lui. C'est peut-être de nature, mais pour l'instant, ça l'inquiète pas beaucoup. Mais non seulement s'il n'y a pas de réaction, mais quand il s'agit de voter aux Nations Unies, il se range du côté de la Corée du Nord. Donc on vit dans un monde complètement hallucinant. Quand on voit ce qui est en train de se passer, regardez le début de la construction de ce pont qui relie la Corée du Nord et la Russie. Là, on est en effet au stade de l'alliance, c'est-à-dire on a une forme d'alliance considérable, et on a compris que militairement ça pèse aussi quelque chose. Ce sont les images diffusées cette fois par le gouvernement russe, et sur le premier pont routier qui va relier la Russie et la Corée du Nord, nouveau signe du renforcement des relations stratégiques entre Moscou et Pyongyang. Par là, peut-être passeront effectivement des obus, des roquettes, etc. Ça, parce que justement, quand ils livraient les obus, ils étaient très limités parce qu'il y a un pont de chemin de fer et il y a les bateaux. Et donc, en fait, ils avaient une capacité assez réduite, en fait. Et même avec cette capacité réduite, ils ont réussi à faire passer 4 millions d'obus, tandis que maintenant, ils construisent un pont de voies. Donc, du coup, ils pourront envoyer en Russie beaucoup plus d'armements. Et la Russie, du coup, en violation toujours des sanctions des Nations Unies, pourra aider la Corée du Nord avec le fuel, avec les aliments, etc. Eux, en plus, ils croient que les Nations Unies... C'est pour cela, moi, j'ai toujours milité pour qu'on mette fin à ces Nations Unies et qu'on mette fin à ce Conseil de sécurité. Vous voyez pourquoi? Les Nations Unies ne servent que ces gens-là. Ils ont affamé la Corée du Nord pendant des années. Ils ne se sont jamais souciés du sort des Coréens du Nord. Et maintenant que les Coréens du Nord vont pouvoir avoir une meilleure vie, parce que la Russie contourne les sanctions, et donc la Russie pourra peut-être faire rentrer la nourriture par d'autres voies et l'envoyer jusqu'en Corée du Nord, ça devient un problème pour eux. Pour eux, donc, la Corée du Nord doit vivre comme ça, là, dans la misère, parce que c'est bien. Voilà pourquoi ces trucs-là, là, de Nations Unies, là, tout ce qui sert les Occidentaux, doivent être combattus ou reformés en profondeur. Et voilà pourquoi j'étais choqué de voir certains pays africains être contents qu'on leur accorde 2 sièges, soit disons au Conseil de sécurité. L'Afrique est l'un des continents qui compte le plus de pays et on va vous accorder 2 sièges. Et en plus, je crois qu'ils seront tournants, qu'ils seront même pas permanents. Pour s'assurer que vous n'aurez jamais de cohésion comme eux qui président là depuis le début et qui sont bien en train de mettre en place, d'empêcher qu'on les humilie aux Nations Unies. Souvenez-vous, quand le ministre des Affaires malien a demandé qu'il aille présenter les preuves contre la France, que la France aidait les terroristes au Mali. C'est pas la France qui a mis un droit de veto sur le fait que le ministre malien ne devait pas parler devant tout le monde? Voilà à quoi sert ce Conseil de sécurité. Voilà à quoi sert ces Nations Unies. Et moi, c'est l'une des choses qui m'énerve le plus. C'est de les voir, eux, s'accaparer le privilège des Nations Unies et du droit international que quand ça leur intéresse eux. Quand il s'agit d'aller défendre les gens avec ces mêmes droits internationaux, c'est les mêmes encore qui vont dire « Mais non, mais là vous abusez, on ne peut pas utiliser. » Comme quand l'Afrique du Sud a traîné Israël devant les tribunaux. « Mais non, vous abusez. Hein? Ce qu'Israël fait, c'est pas bien, mais c'est pas encore ça, ça justifie pas. »
Ça démontre justement à quel point la Russie se prépare à la paix, n'est-ce pas? On voit comment ils sont vraiment engagés plutôt à construire, faire les peluches à la place de ponts. Donc c'est exactement la projection. Celle-là, de toute manière, je ne comprends pas pourquoi elle est là, pourquoi elle est payée. Plusieurs fois, nous avons eu des gens de l'OTAN ici qui se disent qu'ils préparent l'Ukraine depuis des années à ce qui se passe maintenant. Pendant toutes ces années-là, est-ce qu'elle a dit que l'Ukraine était préparée à la paix? On a vu qu'ils avaient préparé non seulement la confrontation militaire, mais aussi la confrontation économique avec la Russie. Je vous rappelle, le zinzin là de Bruno Le Maire, qui était venu là, certain qu'ils vont faire écrouler l'économie russe dans la semaine. Parce qu'ils avaient préparé 1 tonne de sanctions contre la Russie. Et je crois que ces gens-là, ils dorment en promouvant la paix. Alors que ces gens-là dorment en préparant la guerre contre les autres. Et ici, puisque les autres maintenant ont compris ça, et s'organisent pour ne plus être les victimes, ah non, mais eux, ils préparent la guerre. Alors qu'eux-mêmes encore, ne se gênent jamais de reprendre le dicton. Qui veut la paix prépare la guerre. La Chine soutient la Corée du Nord, surtout parce que c'est un peu un allié, et c'est par la Corée du Nord que la Chine... La Chine doit être pas très à l'aise avec la relation Russie-Corée du Nord. Non, mais ils disent rien. Pas être à l'aise du tout. Mais ils disent rien. S'ils ne disent rien, ça veut dire que ça les arrange. Mais ils n'en pensent pas moins. Comment comprendre qu'on ait à ce point-là sous-estimé ce danger, on a beaucoup dit que, malgré tout, la Corée du Nord était très mineure, qu'elle amènerait une aide tout à fait mineure à la Russie. Or là, visiblement, ça commence à peser. Oui, ça pèse énormément, parce que quand on regarde bien 4 millions d'obus... Ils se demandent comment ça se fait. Donc, déjà, le fait qu'ils ont fait un mauvais diagnostic sur la Russie, ça n'a déjà pas ouvert les yeux qu'ils s'étaient trompés, mais là, ils se demandent encore comment ça se fait que la Corée du Nord amène un soutien important à la Russie. La prétention, l'arrogance des Occidentaux sur le reste du monde, qu'ils ont méprisé depuis des années, c'est ça qui a conduit à ça. Ils ont cru que parce qu'ils avaient leur jouet là sur lequel ils mettaient des millions, qu'ils allaient battre tout le monde. Or, la Corée du Nord et la Russie sont en train de ravager l'Ukraine avec les trucs de base. L'artillerie, les FAB 300, les FAB 1500, les choses de base. Une fois qu'on a lâché la FAB en l'air là, c'est bon, elle tombe. Si tu veux l'intercepter, tu viens devant. Au lieu de leurs gadgets électroniques et tout ça qui, quand tu brouilles les bonnes ondes ou quoi que ce soit, va tomber ailleurs. Non, là c'est des trucs conventionnels et ça marche. Et c'est ça qui leur fait le plus mal. Et c'est pour cela que maintenant, ils ne veulent plus faire sortir leur dernier joujou. Parce que concrètement, tous ceux qui ont vu ce conflit préféreront s'armer avec l'efficacité russe que la modernité inefficiente des Occidentaux. Des missiles, parce qu'ils ont des missiles qui tirent à 800 km, c'est ceux qui ne sont pas précis et qui dévient sur leur trajectoire. Ils envoient des soldats, ils envoient les obusiers, les 170 mm dont on a parlé, donc, parce que leur artillerie a eu d'énormes dégâts, donc maintenant ils envoient quand même du très très gros calibre. Donc effectivement, je pense honnêtement qu'on a sous-estimé le potentiel de nuisance de la Corée du Nord au début du conflit. C'était loin, ils étaient occupés face à la Corée du Sud, donc tout leur potentiel militaire était tourné de ce côté-là, mais on a sous-estimé combien ils avaient besoin également d'aide militaire, parce que je pense que la Russie l'aide à la Corée du Nord à développer son potentiel en missiles, peut-être nucléaires, leurs sous-marins nucléaires, puisqu'ils en veulent maintenant, etc. Et donc il doit y avoir une aide technologique pour que ce deal soit un deal gagnant-gagnant. Oui, je pense qu'on a sous-estimé. Et un jour, la Corée du Sud va rentrer dans le jeu, forcément. Oui. La Corée du Sud ne va pas laisser se déployer une puissance militaire de plus en plus forte au Nord. Elle va faire quelque chose. Les Américains sont immédiatement, par définition, impliqués. Oui. Bon, il faut pas continuer à écouter ce monsieur raconter n'importe quoi, parce que contrairement aux crétins des Occidentaux, contrairement aux Occidentaux qui mettent l'idéologie avant tout et surtout méprisent les autres, les Asiatiques sont beaucoup plus mesurés dans ce qu'ils font, comme ils nous le montrent depuis des années. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, combien de conflits avons-nous attendus entre Asiatiques en Asie? Combien de guerres? Même l'Inde et le Cachemire, qui sont en ce moment un peu chauds, leur truc, ça ne s'embrasse pas, ils le règlent entre eux. Une fois de plus encore, nous voyons ici les conséquences, et eux-mêmes ils le disent, les conséquences de l'arrogance idéologique des impérialistes occidentaux.
Ils ont méprisé la Russie est en train de taper l'Ukraine. Ils ont méprisé la Corée du Nord et maintenant la Corée du Nord est devenue un allié militaire stratégique important de la Russie qui, contrairement à eux avec leur machin game changer, peut-être qu'elle est un game changer avec tout ce qui est fourni à la Russie. Et donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Commentez, likez, partagez et aussi pour ce live. Merci à vous de m'avoir accompagné.